depuis que Vegapunk, donc ça doit faire plus d'1 an, a confirmé qu'il y avait une dimension parallèle dans One Piece. Donc j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qu'il a dit, j'aime beaucoup. C'est ce que je rêve. C'est ce que je rêve dès qu'il entend. Faire un cumulatif avec son haki. C'est avec cette combinaison qu'il a pu gagner. C'est ce qui est arrivé à Zoro. Pour gagner, il a dû utiliser une puissance supplémentaire. Il a battu King, maintenant, il veut devenir le roi des enfers. C'est l'une des moralités de l'arc Onigashima. On ne peut pas se limiter à ce qu'on avait au début. Zoro, pour avoir une puissance bien plus grande, a dû maîtriser un pouvoir qui n'est pas celui d'un épéiste. La phrase à retenir est « J'ai fait une promesse à ma meilleure amie et à mon capitaine ». La majorité pense qu'on a le meilleur épéiste au monde et qu'on arrête là. Sauf que ça revient à occulter ce qu'il a dit plus tard. Pour tenir la promesse faite envers son capitaine, il faut qu'il soit plus, et même beaucoup plus, que le meilleur épéiste au monde. La situation était compliquée, et il donne la réponse, au chapitre 1036. Dans un flashback, King dit à Kaido « Je ferai de toi le roi des pirates ». Zoro dira dans le présent « Je vais moi aussi devenir le roi des enfers ». Il ne pourra pas faire de Luffy le roi des pirates s'il se contente d'être un épéiste, et d'avoir Mihawk comme idéal. Il faut viser plus haut. Aller plus loin. Pour devenir le second du roi des pirates, il faut devenir le roi des enfers. Zoro pourra donc devenir le meilleur épéiste au monde et le roi des enfers. Une maîtrise parfaite de l'épée et la puissance offensive du roi des enfers. La problématique était, mine de rien, là depuis longtemps. À vrai dire, les lecteurs en général n'y prêtaient pas attention. Mais dès que Zoro était prêt à mourir pour Luffy, la problématique est devenue réelle. Qu'est-ce qui est le plus important pour lui? Devenir le meilleur épéiste au monde ou faire de Luffy le roi des pirates? Si c'était le 1, il n'aurait pas sacrifié sa vie. C'est QFD. Faire de Luffy le prochain roi des pirates est au premier plan. Voilà pourquoi il était prêt à mordre King. Plutôt que de faire un choix, je pense qu'il a compris qu'il pouvait être les deux, tout en conservant la hiérarchie. Pour aller plus loin, il faut débunk la théorie qui dit que roi des enfers, il y a Enma, à sa maîtrise. Selon la théorie, Zoro sera le roi des enfers une fois qu'il l'aura maîtrisé. Sauf que Zoro dit bien « Moi aussi, je deviendrai le roi des enfers ». Donc, il veut le devenir comme quelqu'un. Ce qui veut dire que quelqu'un est déjà devenu le roi des enfers. On connaît Oden Kozuki. On connaît son histoire. Il maîtrisait Enma à la perfection. Pourtant, à aucun moment, strictement aucun, Oden était surnommé le roi des enfers. Personne n'a dit à Zoro qu'Oden était surnommé ainsi. Comment Zoro pourrait-il être au courant qu'Oden était surnommé ainsi? Et avant ça, comment peut-on affirmer qu'Oden avait le titre alors que rien ne le dit? Moi aussi, je serai. Il fait référence à quelqu'un d'autre. Et cette personne est liée au roi des pirates. Car Zoro parle d'une promesse faite envers Luffy. La promesse de ne plus perdre. Qui cela pourrait-il être? Eh bien King donne la réponse. Je ne perdrai aucun combat. Je ferai de toi le roi des pirates. On parle donc du second du roi des pirates. On parle de Rayleigh, qui était surnommé le roi des ténèbres. Est-ce que Zoro le connaît? Oui. Les ténèbres sont associées à l'enfer. Le roi des ténèbres, le roi des enfers, mais allons plus loin. Dans la mythologie grecque, Pluton est le roi des enfers, où résident les âmes des morts. Il est associé aux ténèbres. En japonais, Pluton se traduit Meiho, qui est exactement le surnom japonais de Rayleigh, traduit chez nous en roi des ténèbres, mais qui en japonais veut également dire roi des enfers. Le kanji Mei représente ténèbres, obscurité, monde souterrain, l'au-delà. Meiho est à la fois roi des ténèbres et roi des enfers. Zoro veut devenir le Jigoku no Ho, qui se traduit également par roi des enfers. Mais avec une petite nuance, Jigoku se réfère à l'enfer dans le sens du lieu de punition. Et on sait que Zoro a une technique purgatoire, qui est l'état d'existence dans l'au-delà, où on retrouve les âmes des défunts. Le Meiho de Rayleigh et le Jigoku no Ho de Zoro sont identiques. On parle du roi des enfers. Ce qui diffère, c'est juste une petite nuance. Jigoku no Ho met davantage l'accent sur le roi qui gouverne l'enfer, en tant que lieu de châtiment. On peut donc désormais affirmer que le roi des enfers de Zoro est lié au second du roi des pirates. Ce n'était qu'une hypothèse, c'est désormais un fait établi. De tous les combattants de l'œuvre, Zoro est le seul qui combatte avec des flammes vertes et du haki des rois. Pour les autres combattants avec haki des rois, on n'a pas de flammes vertes. Et je pense que ces flammes sont justement liées à son but, qui est de devenir le roi des enfers. Il est lié à l'hindouisme, de par les techniques qu'il a utilisées, de par Enma,
et de par les mots qu'il a prononcés. Dans l'hindouisme, il y a un concept important qui est le concept d'un monde invisible. Il joue un rôle important dans sa cosmologie et sa théologie. L'hindouisme envisage l'existence de plusieurs plans de réalité au-delà du monde physique observable. Ces plans incluent diverses formes de l'existence qui ne sont pas perceptibles par le sens humain ordinaire. L'une des techniques les plus emblématiques de Zoro est la technique Ashura, en référence aux Asuras, des êtres considérés comme des divinités ou des démons qui résident dans des sphères ou des mondes célestes invisibles. Ces êtres interagissent avec le monde humain. Si on s'intéresse de plus près aux Asuras, ils sont souvent considérés dans les textes anciens comme des divinités aux traits moraux et éthiques ambigus. Exactement comme Zoro, qui fait le bien, qui se soucie des autres et qui pourtant est qualifié de démon et qui veut devenir le roi des enfers. Je pense que la fumée verte de son Haki des rois annonce un pouvoir particulier. C'est via son Haki des rois qu'il pourra pourfendre jusqu'au monde de l'invisible. On a appris que Shanks était surnommé le tueur du Haki de l'observation. Donc, il a acquis un pouvoir particulier qui lui permet de tuer le Haki adverse. Et si au final, les meilleurs combattants qui ont le Haki des rois étaient capables d'avoir des pouvoirs uniques. Un peu comme pour les fruits, mais via leur Haki. Shanks peut tuer le Haki adverse. Zoro sera capable de tout trancher dans le sens le plus strict du terme. C'est ça qui fera de lui le roi des enfers. Il a souvent battu des combattants qu'il n'était pas censé être en mesure de vaincre. Non pas en termes de puissance, mais en termes d'invulnérabilité. Être invulnérable, c'est ne pas pouvoir être blessé. Il n'était pas censé pouvoir blesser Mr. One. Il était donc invulnérable contre lui. Pourtant, il a vaincu. Pareil pour King, il était invulnérable, pourtant, il a vaincu. Le plan final de Hime n'a pas encore été explicité, mais je vous affirme qu'il consiste, entre autres, à lever une véritable armée des ténèbres. C'est uniquement comme ça que l'on pourra avoir la bataille finale pour le monde. Le combat final qui opposera l'ombre à la lumière passera par la bataille divine du monde de One Piece. Et Zoro jouera un rôle primordial en tant qu'être destiné à devenir le roi des enfers. Avec Enma, il était déjà puissant, mais en termes de compétences offensives, il était loin de ce qu'il a atteint avec son Haki des rois. King lui était bien supérieur, et c'est uniquement avec du Haki des rois qu'il a pu le vaincre. Le problème étant que Zoro n'a pas encore atteint le niveau de Rayleigh vieux, alors qu'il est censé surpasser le Rayleigh Prime. C'est comme pour Luffy qui doit surpasser l'ancien roi des pirates. À la base, il voulait surpasser Shanks. Désormais, il est empereur. Il n'est donc de fait pas loin. Étape suivante, le niveau de Goldie Roger. C'est pareil pour Zoro. Ce qui importe, c'est le niveau de Silvers Rayleigh. Mais comment y parvenir? Eh bien, comme dit plus tôt, il doit maîtriser son Haki des rois à tel point qu'il pourra maîtriser un nouveau pouvoir qui fera de lui l'être unique qu'il doit être. Dans l'arc Enies Lobby, Zoro utilise Ashura et on peut voir l'aura d'un démon. On a le visuel d'un véritable démon, ce qui amplifie l'effet de puissance de la technique. Toutefois, contre King, l'absence d'éléments visuels est flagrant, et j'ai toujours considéré ça comme un manque. Mais avec du recul, je pense que c'est intentionnel pour plus tard. Car une fois qu'on aura un visuel de démon, on pourra comprendre visuellement la différence de puissance qui sépare ce Zoro du Zoro beaucoup plus fort. Un peu comme le Zoro pré- et post-Ashura. On sait que Luffy représente désormais Nika, le dieu soleil. On peut alors considérer qu'en termes d'objectifs, il en a deux. Surpasser le dieu soleil et surpasser le roi des pirates. Maintenant, pour Zoro, on peut faire le même constat. En termes d'objectifs, il en a deux. Sauf que celui qui est lié aux épéistes n'est pas celui auquel vous pensez. Car il s'avère que Mihawk n'a jamais été surnommé le dieu des lames. Celui qui était surnommé ainsi n'est autre que Ryuma, l'ancêtre de Zoro. Ryuma Shimotsuki, le dieu des lames. Luffy, le dieu soleil et roi des pirates. Zoro, le dieu des lames et roi des enfers. Ces deux hommes sont liés à d'illustres légendes et leur destinée est de les surpasser pour sauver le monde de la domination du roi devant lequel les démons se prosternent. Le roi des démons, Hime. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de pour rien. Ok, parfait, parce que justement je voulais en revenir vite fait avant de s'arrêter sur ça par rapport à la petite théorie de Ryo Sensei. Donc j'aime beaucoup tout ce qu'il a dit, j'aime beaucoup la manière dont il a amené les choses, surtout avec le côté démoniaque et tout. Il y a des choses où je suis d'accord, des choses où je suis un peu moins d'accord, mais là c'est plus sur le côté théorie, donc en vrai tout est plausible, même si c'est pas ce que je pense. Moi sérieusement, il y a une théorie qui me trotte dans la tête depuis très longtemps, en rapport avec Zoro, le dieu des enfers, etc. C'est depuis que Vegapunk, donc ça doit faire plus d'1 an, a confirmé qu'il y avait une dimension parallèle dans One Piece, où c'était le souhait de certaines personnes qui auraient voulu avoir ce type de pouvoir, et ce type d'envie a été matérialisé sous forme de fruit du démon dans One Piece. Donc il y a deux possibilités pour expliquer ça. C'est soit d'un côté on a un réel monde parallèle, ça c'est ce que je rêve, dès qu'il a parlé de ça j'étais choqué. Soit il y a un réel monde parallèle, peut-être un monde des démons, un monde des enfers,
d'où viendrait potentiellement Imsama, le Gorosei et tout ce qui s'ensuit, et que leur but ce serait peut-être c'est des démons qui sont plus à l'aise dans l'eau, j'en sais rien, et que justement le fait que la terre soit recouverte d'eau pourrait permettre aux démons de sortir, etc. Peut-être quelque chose comme ça, tu vois. Vous voyez où je voulais en venir. Et du coup, ça expliquerait pourquoi Zoro veut devenir le roi des enfers. Mais juste de manière scénaristique, je pense que Zoro, pour l'instant, il a aucune conscience de ce qui pourrait se tramer dans le futur de One Piece. Et pour moi, Im-sama, il y a de très fortes chances, surtout avec les yokai et tout ça, qui viennent tous d'un autre endroit d'où venaient les Tenryubito et que c'est eux qui ont pris le pouvoir il y a très longtemps. Et c'est ce qui a permis, on va dire, à Im-sama de gouverner depuis 800 ans. Et du coup, potentiellement, on a parlé d'un portail des enfers, quelque chose comme ça qui pourrait faire le lien entre les fruits du démon, la matérialisation des démons dans le monde de One Piece, et les Gorosei, côté démoniaque. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième théorie, ce serait qu'en fait, ce soit le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est ce qui sépare une œuvre du monde réel. C'est-à-dire que des fois, par exemple, je sais pas, dans Malcolm, par exemple, pour les gens qui connaissent, il y a Malcolm qui s'adresse directement à la caméra en vous expliquant comme si vous parlez à vous. Ça, c'est briser le quatrième mur. Il sort de son univers pour discuter avec les spectateurs. On l'a vu ça dans, je sais pas, moi, d'autres choses comme les Looney Tunes, où par exemple, des fois, ils regardent la caméra, ils te font un clin d'œil, ou des fois, ils cassent l'écran, ils sortent et ils re-rentrent. Tu vois, plein de trucs comme ça qui fait que ils veulent nous faire comprendre que c'est un monde à part et que s'il traversait par exemple l'écran, il pourrait venir dans notre monde. C'est ça le lien. Donc peut-être que c'est un des deux, donc soit le quatrième mur en mode Luffy, les envies des gens, ouais moi je veux voler, ouais moi j'aimerais faire exploser des trucs, j'aimerais créer des séismes, j'aimerais être puissant, machin chose et tout, j'aimerais être plus fort, j'aimerais tu vois, tout ce que tu veux. Et ben peut-être que c'est les souhaits des gens dans l'univers normal qui a inspiré Oda et Oda l'a mis dans son œuvre. Donc ça, c'est une chose pour moi qui est possible. Et la deuxième chose, c'est, comme je l'ai dit, le côté portail démoniaque, le côté vrai enfer, tout ça, tout ça. Donc pour moi, il y a moyen que pour être le roi des enfers, il faut tuer le diable, tu vois. Et qui a qui est le meilleur rôle pour potentiellement être le diable? Pour moi, c'est Im-sama. C'est Im-sama. Donc, est-ce que Zoro, je dirais pas qu'il se batte contre Im-sama, mais c'est pas impossible. Admettons que Barbe Noire ait un troisième fruit du démon donné par Im-sama et qui forme une espèce d'alliance, et ben potentiellement Barbe Noire serait la personne la plus puissante du monde, ce serait le Xebec de nos temps, et ce serait l'ennemi de Zoro. Et potentiellement l'ennemi de Luffy. Et potentiellement, Im-sama serait quelqu'un d'un tout petit peu moins fort et qui serait considéré comme le diable, qui donne justement le fruit défendu à Ève dans la Bible, mais aussi le fruit du démon à Barbe Noire dans IRL, et qu'au final, l'ennemi de Zoro, ce serait Im-sama, et qu'au final, voilà, son but c'est de tuer le roi actuel des enfers pour devenir lui-même roi des enfers. Donc c'est peut-être une métaphore d'Oda et qui est très probable, très plausible. En tout cas, je l'espère, je le crois sincèrement, même si c'est pas forcément ça. En tout cas, j'y crois sincèrement. Je pense que le côté démoniaque, vous l'avez compris, commence à prendre de plus en plus de place. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, mais les démons ont toujours été là dans l'univers de One Piece depuis le début, parce que les fruits du démon, ils s'appellent comme ça, machin. Oui, mais en fait, le délire, c'est qu'on n'avait pas de matérialisation réelle. C'est-à-dire que maintenant, on a carrément quelqu'un qui s'assoit sur le trône vacant, donc le trône du monde, et qui est considéré comme un démon. Ça, c'est premièrement. Ensuite, on a une armée de démons. Les 5 Gorosei, tous des yokai, machin chose. Ensuite, on a l'arbre d'Ève, qui potentiellement serait l'arbre qui donne naissance au fruit du démon. On aurait potentiellement plein d'autres choses comme les fruits du démon, ou même les ténèbres, tout ça, tu vois. Donc il y a plein de choses, même, je veux dire, les portails d'invocation des Gorosei, tu vois. Il y a plein de choses qui rappellent étrangement les démons. Et en plus, c'est des démons japonais type yokai. Donc est-ce qu'on va en avoir d'autres? Je pense sincèrement qu'on va en avoir d'autres pour deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a le Sandworm, donc le pouvoir de Jupiter qui est numéro 1, c'est pas un pouvoir de yokai, c'est un ver des sables. Donc là, déjà, il nous faut une explication. On a zéro information pourquoi elle a choisi ça Oda. Je pense qu'il y a une très grosse explication. Il le saura potentiellement plus tard. Deuxième raison, c'est que il n'utilise pas que des yokai. Comme je l'ai déjà montré avec le ver des sables, il utilise des yokai
japonais pour la plupart, pour 3 d'entre eux, mais il y a aussi un yokai chinois dans la mythologie type chinois, shintoïsme, tout ça. Donc, ça voudrait dire qu'il utilise plusieurs mythes, entre guillemets. Donc potentiellement, je sais pas, peut-être Garling a un fruit du démon très spécial, qui fait en sorte que, que je sais pas, ce sont un démon aussi. Donc peut-être que tous les chevaliers divins, c'est un peu comme comme, ouais, comme la marine, tu vois. Tous les amiraux, ils ont un fruit du démon. Tu vois. Tous les amiraux, ils ont un fruit du démon. À part, même Sengoku, il en a un, mais à part Garp, tous les amiraux ont un fruit du démon. Donc potentiellement, tous les chevaliers divins, ils ont un fruit du démon. Comme Barbe Noire, tous les gens de l'équipage de Barbe Noire ont un fruit du démon. Donc potentiellement que ça va être exactement la même chose pour les Gorosei et la force du gouvernement mondial. Et potentiellement que tout cela auront là, ça me ferait plaisir. Comme Rio l'a dit un petit peu, une armée de type démoniaque. Après ça, on l'avait déjà teasé. Et du coup, potentiellement, qui pourrait ramener des vrais démons. On l'a vu avec les portails d'invocation, on a vu le lien avec le diable, et on a vu aussi la queue de Imsama. Le problème de la queue de Imsama, c'est que c'est vraiment la queue d'un diable. Vraiment, d'un diable. C'est vraiment l'espèce de flèche, là, au bout de sa queue. Donc forcément, pour moi, il y a quelque chose qui me fait penser que ça pourrait être ouais, le fruit du démon, la représentation du diable dans l'univers de One Piece, le créateur des fruits du démon. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit plusieurs fois, Imsama pour moi, c'est un homme, même si c'est pas sûr à 100%, même si j'exclus pas le fait que ce soit potentiellement une femme. Il y a d'ailleurs Sam Nino qui vient souvent sur la chaîne qui nous dit que ça se trouve il a pas de sexe et c'est juste une entité, tu vois. Et ça pourrait être légendaire, tu vois, ça pourrait être légendaire. Et ça j'y crois. Et pour moi, il y a même moyen pour moi c'est juste pas une femme dans le sens où je l'avais déjà dit, les kanji, les katakana japonais qui ont été utilisés pour la dénomination de Imsama, c'était des kanji qu'on réserve normalement à des hommes. J'ai pas les exemples sous les yeux là, je les ai pas là, mais vous pouvez faire confiance. Et n'hésitez pas à les vérifier, hein, ça se trouve, je peux me tromper et tout, mais pour moi, c'est ce qui d'un côté prouve le fait que ce soit un homme. Même, je sais pas, je trouve que ce serait même judicieux de la part de l'auteur. Pourquoi le deuxième argument pour lequel je pense que c'est pas un homme, que c'est pas une femme et que c'est un homme, c'est que il y a eu Lily. On sait qu'il y a eu Nefertari dit Lily et que elle a trahi tous les dits entre guillemets pour rejoindre le clan des Tenryubito et que malheureusement en route elle est morte. Donc là, moi, personnellement, j'ai l'impression que Lily, c'était pas juste quelqu'un d'inconnu, et que si elle a trahi, c'est potentiellement qu'elle aurait pu être amoureux, entre guillemets, de Imsama. Et qu'en fait, ils voulaient vivre ensemble tous les deux, mais que leur amour était impossible, tu vois. En plus, avec la Bible, Adam, Ève, tout ça, c'est pas mal, tu vois. Ça rentre bien dans le truc. Et du coup, potentiellement, c'est pour ça qu'il a pas déchiré, entre guillemets, la fiche de, de Vivi, pardon, parce que justement Vivi lui rappellerait Lily et que justement c'était quelqu'un avec qui il s'entendait très très bien. Donc voilà, c'est les petites théories là-dessus. Je l'ai déjà dit plusieurs fois et tout, je sais qu'on me l'avait demandé en commentaire et tout, donc j'en profite pour vous le rappeler. Et voilà, en tout cas pour la vidéo de Rio Sensei, si je devais faire un gros résumé, on a parlé du niveau de Mihawk, on a parlé du niveau de Zoro. Donc personnellement, c'est pas l'avis de Rio Sensei, mais personnellement, je pense quand même que Mihawk est quand même plus fort que Zoro. Donc soit intermédiaire, soit Yonko. J'irai même jusque-là parce que comme je l'ai déjà dit, Zoro, pour qu'il atteigne son rêve, pour qu'il atteigne le level de Rayleigh, il faut qu'il dépasse ce level Yonko. Et pour dépasser ce level Yonko, je pense sincèrement qu'il faut que l'homme le plus fort du monde à l'épée, en tout cas, se fasse battre par Zoro à la fin du manga, entre guillemets, en tout cas pas loin de la fin, pour qu'il puisse réaliser son rêve. Donc est-ce que ça va être avant Raftel? Peut-être. Est-ce que ça va être après Raftel? Peut-être aussi. En vrai, on sait pas trop, mais pour moi, c'est comme ça que je le vois. Même si je peux me tromper, même si il y a des choses qui pourraient dire le contraire, je pense sincèrement que Mihawk a une place intégrante dans le manga, dans le sens où on l'a jamais vu se battre à fond. Et toutes les personnes qu'on n'a jamais vues se battre à fond, c'est que des personnes colossales. Dragon, Shanks, euh, qui d'autres, je sais pas, ouais, Imsama, tu vois, que des gens comme ça. Pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment des mêmes Barbe, ouais, Barbe non, on l'a vu se battre, mais pas à fond non plus. Donc pour moi, sincèrement, il- je pense qu'il y a moyen.
Franchement, je pense qu'il y a moyen que Mihawk soit pas très loin. Un peu comme Akainu, genre qui se rapproche du level Yonko, que ce soit pas un simple intermédiaire, qui se rapproche du level Yonko, mais qui soit pas à ce level-là précis, tu vois. Qu'il pourrait soulever aucun Yonko. C'est ça que j'ai envie de dire. Level Yonko, mais il peut soulever aucun Yonko. Vous me direz, ouais, mais du coup, c'est pas un level Yonko. Ouais, mais je sais pas, je le vois un peu comme ça. Akainu, pourquoi? Parce que Sabo, je pense qu'à la fin du manga, finira empereur quand même. L'empereur des flammes, et il est déjà par le nom. Donc je pense qu'à la fin du manga, il le sera par la force. Et pour moi, son ennemi prédilection, c'est la vengeance de Ace, le fruit du démon qui va se venger de son autre fruit du démon parce que le magma est naturellement plus fort que le feu, parce que le magma est une flamme en termes de température plus grande que celle d'une flamme jaune. Donc je pense que le power-up d'un Logia, c'est potentiellement de faire un power-up de puissance élémentaire. C'est-à-dire qu'on passe ouais, d'une flamme jaune à une flamme bleue. Et du coup, c'est ça, la température de la flamme bleue est beaucoup plus haute, beaucoup plus forte, donc plus que le magma, etc. Je pense que vous avez capté le lien. Hein. C'est une théorie qu'on a déjà parlé depuis très 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 longtemps. Donc voilà, pour les échelles de puissance, je pense que vous avez capté. Pareil, on a parlé un petit peu de Garp. Hein, Garp, pour moi, qui, je me pense, ne démérite pas. Et comme je l'ai dit aussi, je pense que ça, c'est une information importante. Et après, j'arrêterai là. Je pense sincèrement que dans le manga, le Haki des rois, je pense que je vais terminer sur ça. Je pense sincèrement, les gars, que le Haki des rois, c'est pas la plus grande puissance dans One Piece. Et quand je dis pas la plus grande puissance, c'est-à-dire que ça peut être la plus grande puissance pour la personne qui la maîtrise le mieux. Ça, je suis d'accord avec vous, je pense que c'est assez logique. Mais par contre, je pense sincèrement, les gars, que dans One Piece, des personnes qui n'ont pas le Haki des rois peuvent surpasser d'autres personnes qui ont le Haki des rois. Soit parce qu'ils ont une mauvaise maîtrise, soit parce qu'ils sont plus jeunes, soit parce que tout simplement le haki maîtrisé par les personnes qui n'ont pas le haki des rois surpasse même le haki des rois revêti de certaines personnes. Je pense que c'est possible. Je le vois très bien pour Garp qui pourrait battre certaines personnes. Genre Garp qui pouvait être très très fort, qui pouvait potentiellement s'attaquer à Roger. Hein, je dis bien s'attaquer parce que je pense pas qu'il puisse le battre. Je le vois bien vraiment attaquer Roger. Et je dirais pas surpasser, mais grâce à sa grande maîtrise, pouvoir entre guillemets rivaliser, échanger quelques coups, donner un bon combat à Roger. Je pense sincèrement que sans Haki des Rois, il pouvait le faire. Donc voilà. Est-ce que mon avis, est-ce que c'est possible? De toute façon, on aura la réponse très bientôt. Et pareil pour Mihawk, est-ce que Mihawk utilise le Haki des Rois ou pas? Potentiellement. Moi, je pense que oui au final. Au début, je pensais non, et là, je viens de changer d'avis là, tout de suite dans cette vidéo, parce que en fait, on utilise plein de trucs avec les sabres. On utilise déjà le Haki de l'armement, on utilise même le Ryuo, on utilise plein de trucs, même des lames d'air, on utilise plein de trucs dans l'art de l'épée. Donc ça ne m'étonnerait pas que le Haki des Rois fasse partie de tout ce qui est épéiste. Donc voilà, après, je sais pas, à la base, je pensais pas ça, donc je verrai plus tard la réaction à chaud, mais plus tard, ouais, je vous redirai, on verra ensemble si je confirme tout ça. Donc voilà, les gars, c'est tout pour ce live d'aujourd'hui. En vrai, on a bien parlé, très très gros live, je pensais pas rester aussi longtemps. Donc voilà, c'est terminé pour ce petit live réaction à la vidéo de Ryo Sensei. C'était grave cool. J'ai kiffé. Très bons arguments de la part de Ryo Sensei. Un très bonne vidéo. Mais il y a des choses malheureusement où je suis pas totalement d'accord. Et il y a des choses qui sont évidemment très pertinentes. Donc voilà, je vous ai donné mon avis par rapport à tout ça. Et nous, on se retrouve très très bientôt. Donc, n'oubliez pas, les gars, si vous voulez soutenir financièrement, vous savez comment faire. Si vous voulez soutenir pas financièrement, vous savez aussi comment faire. Likez, commentez, rejoignez la team, les gars. Allez sur Discord si vous voulez, parce que je vous mets, comme d'habitude, plein d'informations, plein de trucs qui pourraient vous faire kiffer dans l'univers de One Piece. Je vous mets énormément de choses, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a plein de trucs. Donc voilà, aussi merci à tous ceux qui ont rejoint la team, que ce soit pour la team YouTube ou la team Twitch. En tout cas, ça fait grave plaisir. On avance petit à petit. Et bientôt la fin. Hein. Bientôt la fin du game. Hein. Bientôt, on va réussir à terminer One Piece, mais aussi
à atteindre nos objectifs sur la chaîne. Donc voilà les gars, merci encore pour tout ce que vous faites, merci pour tous ceux qui participent, qui m'envoient des messages positifs, ça fait grave plaisir les gars. Et nous, on se rejoint très prochainement, je pense demain ça va être live gaming, hein, vous connaissez le planning. Et ouais, on va arriver très prochainement avec de nouveaux trucs, hein. Comme je l'ai dit, ce week-end, nouveau live, nouveau jeu sur le live horror. Ce sera The Last of Us 1, j'ai trop hâte. Et il y aura aussi pas mal d'autres trucs. Comme par exemple des nouveaux jeux dans les live gaming actuels. Donc là, on va finir ouais, tous les lives qu'on est en train de faire, là, on va les finir. Et après, ouais, on enchaînera avec des nouveaux jeux. Nouveaux jeux vraiment pas mal, les gars. D'ailleurs, je vous ferai un petit sondage pour savoir ce que vous préférez. Et il y a vraiment beaucoup de jeux. Donc, let's go, les gars. Merci encore pour le soutien et tout ce que vous faites. Et nous, on se retrouve très, très vite. Oubliez pas, les gars, vive les jeux vidéo, vive One Piece. Et à très bientôt. Allez, ciao, les mecs.